Il est 13h partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonjour. Dans ce journal, la rentrée parlementaire du Sénat de Côte d'Ivoire. Il s'est ouvert ce jour la première session ordinaire à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le discours d'orientation a présenté les lignes d'action de la Chambre haute du Parlement ivoirien pour cette année 2025 avec un bilan des progrès réalisés par la Côte d'Ivoire. Retour sur le sommet des chefs d'État africains et de gouvernement sur l'énergie qui s'est tenu en Tanzanie à Dar es Salaam. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a porté la voix de la Côte d'Ivoire au cours d'un panel. Il présentait les grandes actions engagées par le gouvernement afin de faciliter l'accès à l'électricité aux populations ivoiriennes. On en parle dans ce journal. Et puis la situation à Goma en RDC, le M23 et l'armée rwandaise contrôlent la zone autour de l'aéroport et occupe désormais la plupart des quartiers de cette capitale du Nord Kivu. Des tirs sporadiques sont entendus sur place et le sommet de la communauté est-africaine prévu ce jour semble incertain, les présidents du Rwanda et de la RDC ayant annoncé qu'ils n'y participeraient pas. La première session ordinaire du Sénat est ouverte. Une rentrée parlementaire effectuée ce mercredi à Yamoussoukro à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le discours d'orientation présentait un bilan des progrès réalisés par la Côte d'Ivoire. Et pour cette année électorale, le Sénat, en plus de son rôle de contrôle sur l'action gouvernementale, mènera des actions de paix. 2025 annonce aussi la tenue du Forum des collectivités territoriales et des missions dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Un discours prononcé par la présidente du Sénat, Kandia Camara, au cours d'une cérémonie solennelle en présence du haut représentant, du chef de l'État, de présidents d'institutions et de représentants diplomatiques. Un extrait. À l'instar des sessions précédentes, notre Chambre mettra un point d'honneur cette année encore à l'accomplissement de ses missions constitutionnelles. Ainsi, au titre de sa mission de législation, le Sénat aura à examiner des projets de loi relatifs au pôle pénal économique et financier, à l'état civil, à l'organisation des juridictions, aux procédures applicables aux contentieux relatifs au bail à usage d'habitation et à l'exécution des décisions d'expulsion d'un immeuble, et enfin aux règles de procédure relatives aux différends en matière de mesures d'exécution forcée et de saisie conservatoire. Au titre de sa mission d'évaluation des politiques publiques et conformément à l'article 93 de la Constitution, la Chambre haute du Parlement devrait s'intéresser spécifiquement au cours de cette année à la question du transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Au titre de sa mission de représentation des collectivités territoriales, le Sénat organisera dans les prochains mois le deuxième forum avec les collectivités territoriales. Ce forum, qui réunira l'ensemble des collectivités de notre pays, à savoir les districts autonomes, les conseils régionaux et les communes, ainsi que les administrations et organisations publiques et privées impliquées dans la gestion des dites collectivités, se présente comme un cadre de réflexion sur les mécanismes devant contribuer au renforcement de la politique de décentralisation dans notre pays. Au titre de notre mission de représentation des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, nous travaillerons les prochains mois à mettre en place les mécanismes nécessaires à la mise en œuvre des recommandations issu du Forum de la diaspora qui s'est tenu les 12 et 13 novembre 2024. Pour ce qui concerne la diplomatie parlementaire, je consacrerai les mois à venir à l'élargissement et à la consolidation des bases de l'Association des Sénats d'Afrique. Voilà, c'était un extrait du discours d'orientation prononcé ce jour à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, dans le cadre de la rentrée parlementaire du Sénat de Côte d'Ivoire. Un discours prononcé par la présidente du Sénat, Kandia Camara.
La coopération économique est au cœur de l'action gouvernementale en Côte d'Ivoire. En témoigne cette audience accordée par le vice-président de la République au président de la Banque arabe pour le développement. Le groupe s'engage à renforcer son soutien financier à la Côte d'Ivoire dans le cadre du plan de développement 2026-2030. Le compte-rendu de Alexis Ouetraogo. Les pays arabes, en particulier ceux du Golfe, disposent d'importantes ressources financières qui peuvent être captées par des projets sur le continent africain. Pourtant, les échanges commerciaux entre ce monde et l'Afrique restent largement sous-exploités, avec seulement 28 milliards de dollars en 2022. La Côte d'Ivoire, elle, entend en tirer le meilleur profit. Ce mardi, au palais présidentiel, le vice-président de la République, Sémoko Lekone, a reçu une délégation de haut niveau des fonds arabes pour le développement. Le groupe de coordination arabe, ici représenté par le fonds de l'OPEP, le fonds saoudien de développement, le fonds koweïtien et la BADEA, nous étions venus présenter nos félicitations à son Excellence le président Alassane Ouattara pour les excellentes performances macroéconomiques que son leadership a permis à la Côte d'Ivoire de réaliser et la forte résilience de l'économie ivoirienne face aux chocs exogènes. La nouvelle notation du pays et la sortie sur les marchés des capitaux sont des témoignages éloquents du succès des politiques menées sous le leadership de son Excellence le président Alassane Ouattara. Nous avons aussi écouté attentivement les orientations de son Excellence, Monsieur le Vice-président, sur les priorités de la République de Côte d'Ivoire pendant les prochaines années et surtout dans le cadre du Plan national de développement 2026-2030. Le groupe est aussi engagé à accroître le volume de financement pour la République de Côte d'Ivoire afin de contribuer à la mise en œuvre du Plan national de développement. Le groupe de coordination des fonds arabes salue l'excellence des relations avec la Côte d'Ivoire. Avec une volonté affirmée et un cadre de partenariat équilibré, il entend redéfinir sa coopération avec l'Afrique. Revenons à présent sur le sommet africain sur l'énergie qui s'est tenu en Tanzanie. La Côte d'Ivoire, nous le savons, vise un mix énergétique composé à 45% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Le pays a présenté sa politique énergétique, notamment en termes d'extension du réseau électrique pour faciliter l'accès de l'électricité sur son territoire à ses populations. Un engagement de grande portée exposé par le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé au cours d'un panel. Le compte-rendu de Herman Guivet. Sommet africain de l'énergie de Dar es Salaam, les chefs d'État africains, leurs représentants, chefs de gouvernement à l'honneur ce mardi. Ouverture officielle de ce sommet aux couleurs de la culture tanzanienne, des chefs d'État, de gouvernement de presque tous les pays du continent africain, ainsi que leurs représentants répondent présents à l'appel de la Tanzanie. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, présent en Tanzanie, représente le chef de l'État Alassane Ouattara pour la circonstance. Son Excellence Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République de Mauritanie, ouvre les travaux de cette journée officielle. La présidente de la République unie de Tanzanie souhaite la bienvenue à ses invités de marque. Objectif porté par le sommet, connecté d'ici à 2030, 300 millions d'Africains à l'électricité à travers des solutions innovantes. Les chefs d'État africains présents et leurs représentants adoptent à l'unanimité les engagements du sommet Mission 300. Opportunité leur est alors offerte d'échanger à travers des panels et de partager leur vision avec leurs homologues sur les mécanismes qu'ils entendent mettre en place afin de renforcer la capacité en électricité dans leur pays. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, représentant le président de la République Alassane Ouattara, évoque les politiques mises en place pour faciliter l'accès à l'électricité aux populations. Le président de la République Alassane Ouattara s'est appuyé sur deux piliers en matière d'électricité. Le premier pilier, c'est la couverture du territoire national. Nous sommes à 94% de taux de couverture. Le deuxième pilier, c'est le taux d'accès, ce qu'on peut appeler le taux de connexion. Et pour réussir cela, on s'est appuyé sur un mécanisme, la politique de raccordement électrique à moindre coût. Avec 1,5 $, les populations ont la possibilité de se connecter. Et ce programme, nous l'avons réalisé avec le soutien de la Banque africaine de développement et des institutions comme la Banque mondiale que je voudrais remercier. Nous avons réussi à réaliser près de
3018 MW d'électricité. Pour produire cette électricité, nous sommes appuyés aussi sur 30% d'investissement de l'État et 70% d'investissement du privé. Nous avons plusieurs segments de potentialité. L'eau, le gaz, l'hydrocarbure, le soleil et bientôt l'éolienne. Et nous sommes en train de faire des recherches sur l'hydrogène. Les richesses agricoles de la Côte d'Ivoire constituent une richesse en électricité parce qu'avec la biomasse, nous pouvons réaliser de grandes choses. Les propositions que nous voulons faire à nos amis de la BAD et de la Banque mondiale sont les suivantes. Il faut avoir des guichets avec des taux d'intérêt concessionnels et des durées de maturité assez longues parce que le domaine de l'électricité est très sévère en matière d'équilibre financier. Nous lançons des appels d'offres à partir du mois prochain pour réaliser au moins 200 MW de connexion en électricité et avoir des prix les meilleurs pour que nous ayons des compétitions structurées et bien agencées. La Côte d'Ivoire constitue pour les opérateurs privés une terre d'opportunités en matière d'électricité. Pour soutenir l'effort en matière de recherche de solutions innovantes, de jeunes Tanzaniens sont récompensés pour la qualité de leurs inventions allant dans le sens de la préservation de l'environnement. Le sommet des chefs d'État africains et de gouvernement sur l'énergie Dar es Salaam édition 2025 se referme sur une note d'espoir. Passer les engagements, place désormais à la mise en œuvre ou au renforcement des mesures prises pour l'atteinte des objectifs fixés par le programme Mission 300. Et parlons des opportunités pour la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, on l'a vu, participait également à ce sommet, un cadre propice au lobbying en vue de partenariats visant à accompagner les ambitions de la Côte d'Ivoire. Herman Guivet rend compte des audiences accordées aux hommes d'affaires et partenaires financiers rencontrés sur place par le ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly. On regarde. En marge de sa participation à cette première journée du sommet africain de l'énergie Mission 300, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly, a accordé plusieurs audiences. La première consacrée à Raja Misra, directeur général des investissements du secteur public et institutions financières et fonds mondiaux clients à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, région 1. De la Banque asiatique d'investissement, nous avons discuté bien sûr de nos besoins en investissement au niveau des infrastructures. Ils ont montré leur volonté de nous accompagner et juste après la présentation du pacte national, les équipes techniques vont se retrouver pour sortir de manière concrète les projets sur lesquels ils pourront nous accompagner. Seconde audience accordée à Aline Karmali, chef des infrastructures à IPS, la branche infrastructure et développement industriel du fonds Aga Khan pour le développement économique. IPS, c'était le groupe Aga Khan qui est bien connu un peu dans le monde, mais surtout en Côte d'Ivoire. Ils disent qu'ils vont avoir un projet pilote en Côte d'Ivoire. On va choisir quelques localités dans lesquelles ils vont mettre en place du hors réseau à partir du solaire et nous allons voir comment ça marche, comme nous l'avons déjà expérimenté avec d'autres investisseurs et ils savent que nous sommes à la recherche de solutions pour les hameaux de moins de 500 âmes qui sont très loin du réseau national. Dernière audience accordée à Xavier Roulant, directeur hors réseau à la direction internationale EDF, Électricité de France. Nous sommes très présents, EDF, en Côte d'Ivoire. Nous aidons le pays dans sa transition énergétique et nous avons discuté des nombreux projets que nous avons en cours et j'espère à venir en Côte d'Ivoire avec Monsieur le ministre. On a fait le point de notre coopération, notamment la centrale BioVA qui est très avancée et ils nous ont réaffirmé qu'elle sera livrée pour la première tranche bientôt et la dernière tranche avant la fin de l'année, ce qui était quand même quelque chose de très attendu. Aussi, ils nous ont dit qu'ils avaient pour intention de voir comment étendre une autre centrale de production à base de biomasse, mais cette fois-ci plus intégrée, donc venir avec un coût relativement beaucoup plus bas. Ils sont intéressés par faire aussi du mini-grid, du hors-réseau. Vous savez, aujourd'hui, pour pouvoir atteindre l'objectif de l'accès universel, tout ne peut pas être sur le réseau, notamment les localités les plus reculées. Ils ont de l'expérience et nous avons dit que nous sommes tout à fait ouverts. On peut commencer par un projet pilote. Des entreprises désireuses d'accompagner le développement énergétique de la Côte d'Ivoire par des solutions innovantes.
Et un sujet d'ordre régional à présent. Ce 29 janvier 2025, les pays de l'AES ne sont officiellement plus membres de la CEDEAO. Je vous propose le communiqué de la CEDEAO lu pour vous par Abou Sanogo. Le retrait du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger de la CEDEAO prend effet à compter de ce jour, le 29 janvier 2025. Toutefois, dans l'esprit de la solidarité régionale et dans l'intérêt supérieur des populations et conformément à la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de maintenir les portes de la CEDEAO ouvertes au dialogue, les autorités compétentes à l'intérieur et à l'extérieur de l'ensemble des États membres de la CEDEAO sont priées et tenues de veiller au respect des mesures ci-après. Reconnaître jusqu'à nouvel ordre les passeports et cartes d'identité nationaux portant le logo de la CEDEAO détenus par les citoyens du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Continuer à accorder aux biens et services provenant des 3 pays concernés le traitement prévu par le schéma de libéralisation des échanges et la politique d'investissement de la CEDEAO. Permettre aux citoyens des pays concernés de continuer à jouir jusqu'à nouvel ordre du droit de circulation, de résidence et d'établissement sans visa, conformément au protocole de la CEDEAO en la matière. Apporter aux fonctionnaires de la CEDEAO des 3 pays un soutien et une coopération sans faille dans le cadre de leur mission pour la communauté. Cette disposition reste en vigueur jusqu'à l'adoption de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Des modalités complètes de nos relations futures avec les 3 pays. La Commission a mis en place une structure pour faciliter les discussions sur ces modalités avec chacun des 3 pays. Ce message est nécessaire pour éviter toute confusion et toute perturbation dans la vie et les affaires de nos populations pendant cette période de transition. Voilà la suite de ce communiqué. Nous développons donc le retrait des pays de l'AES qui prend effet à compter de ce jour. Nous sommes en compagnie du docteur Arthur Banga, enseignant, chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan. Merci, docteur, de nous éclairer sur toutes les implications donc, de ce communiqué. Les statuts de la CEDEAO prévoyaient un délai de 1 an. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les pays de l'AES sont bien sortis de la CEDEAO. Comment comprendre que cette organisation est toujours une main tendue envers ces 3 pays? Parce que déjà, il fallait appliquer le règlement qui donne donc ce délai d'1 an, en espérant que les choses puissent se rétablir pendant 1 an. Et là, on rentre dans une deuxième phase, qui est une phase qu'on peut appeler de transition. Vous voyez, la posture de la CEDEAO est une posture, j'ai envie de dire, de responsabilité, est une posture d'intégration régionale, parce que le souhait de la CEDEAO a été toujours que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest réussissent à faire ensemble un marché commun, des normes politiques communes, une intégration politique et une intégration économique. Dans ces situations-là, il faut constater que 3 des nôtres ne veulent plus faire partie de l'aventure, mais on doit conserver dans un premier temps l'esprit et en attendant ne pas punir en quelque sorte les populations de ces pays qui n'ont jusqu'à présent rien demandé puisque elles ne se sont pas prononcées ni à travers le Parlement ni par référendum. Donc il faut conserver le minimum en attendant justement d'avoir des discussions avec ces 3 pays-là sur comment on va conduire la suite de nos relations. Donc une posture pour les populations s'attendait pourtant à un durcissement du ton? Non, jamais la CEDEAO était dans une posture de durcissement de ton, jamais. La CEDEAO, avec ces 3 pays, a appliqué ces textes. D'abord, des textes qui ne reconnaissent pas tous les pouvoirs militaires, parce que c'est ce qu'on a choisi délibérément sur notre espace. Et deuxième chose, des textes qui donnaient 1 année pour des discussions. C'est vrai que ça n'a pas marché. Et donc aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase. Mais tout ça doit se faire dans l'intérêt des populations. Parce qu'au-delà des chefs d'État, au-delà des États que nous avons des peuples qui ont des relations séculaires. Et nous avons aussi réussi, depuis 1975, à construire, à avoir des acquis. L'idée aujourd'hui, c'est comment conserver ces acquis, comment conserver les relations séculaires de nos pays, et tout en respectant, bien sûr, le désir des uns et des autres de partir ou de rester dans l'ensemble communautaire que nous construisons. Alors ce qu'on retient en gros, c'est la liberté de circulation des personnes au sein de la CEDEAO. On a pourtant l'assurance automobile de la CEDEAO, carte brune, qui ne sera plus valable. Ces pays-là ne sortent pourtant pas de l'UEMOA. Quelle est la suite du processus? Comme je dis, on aura un temps pour discuter sur qu'est-ce qu'on fait concrètement de nos relations. Qu'est-ce qu'on conserve? Je pense que, comme le ton est déjà donné, la circulation des biens et des personnes, la nécessité d'un marché intégré seront conservés. Après,
il y a des avantages et prérogatives liés exceptionnellement à la CEDEAO, bénéficier des investissements de la banque de la CEDEAO, bénéficier de certains instruments comme les assurances de la CEDEAO, ça, c'est pour les pays de la CEDEAO et on va devoir s'en tenir à ça. De façon générale, comme on l'a dit, l'idée, c'est d'avoir une relation apaisée. Au pire, sinon, d'accepter la reprise, le retour de nos frères de ces trois pays, sinon, avoir une relation apaisée qui, malgré les différences et les divergences, ne mettent pas en mal nos populations parce que, voyez-vous, on a des frontières solides avec ces pays, on a des peuples, des familles qui se retrouvent de part et d'autre, on a souvent du commerce, même informel, qui se pratique de part et d'autre des frontières. Il faut conserver ça, il faut permettre à nos populations de vivre tout en respectant les choix souverains de chacun des pays, et ces choix souverains auront des conséquences. Donc tout ce qu'il y a autour des investissements, des banques, des assurances, on va le renégocier. Après, il y a deux organisations différentes, même si elles sont très liées, l'UEMOA et la CEDEAO. Pour l'instant, le retrait se fait au niveau de la CEDEAO. On va discuter au sein de l'UEMOA, mais n'oublions pas que sur la question monétaire, l'un des projets fondamentaux de la CEDEAO, c'est de construire une monnaie unique. Donc là, à partir d'un certain moment, on va voir est-ce qu'ils vont basculer comme la Côte d'Ivoire ou les pays qui sont restés à la CEDEAO, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, vers l'ECO, qui sera la monnaie de l'Afrique de l'Ouest, ou vont-ils rester dans un modèle? Et tout ça, c'est ce qui sera la base des discussions de cette phase de transition que nous allons entamer. La base des discussions de cette phase de transition, tout à l'heure, on a pu entendre également qu'une structure devrait être créée afin de faciliter des échanges pour situer les relations futures entre la CEDEAO et ces pays-là de l'AES. Quels sont les autres points en dehors des aspects économiques qui pourront être discutés rapidement? D'abord, aspect économique, on a des projets d'infrastructure. Vous savez, il y a des autoroutes qui sont prévues, des voies ferrées qui sont prévues pour intégrer nos marchés. Et donc, est-ce qu'on va continuer ensemble sur ces projets-là? C'est des discussions qu'on va faire. Comment, justement, on va manœuvrer face à la question sécuritaire? Parce que vous savez très bien, les groupes terroristes qui agissent, qui menacent le nord des pays côtiers, notamment de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du Bénin, du Togo, sont des groupes qui sont installés dans ces pays de l'AES. Donc il faut qu'ensemble, on discute pour voir quel modèle de coopération militaire on peut mettre en place, comment on se positionne face à des questions importantes comme le développement durable, comme la lutte contre la pauvreté. Il y a toutes ces questions-là à poser. Et puis, sait-on jamais, dans ces discussions, on peut, d'un côté comme de l'autre, toujours avoir l'idée de reconstruire quelque chose ensemble. Il est important malgré tout de comprendre que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général doivent aller vers de l'intégration économique, de l'intégration politique, la création de marchés communs, la création d'un espace commun où nos populations pourront circuler en toute liberté, où les biens pourront circuler en toute liberté. Et ça peut se faire sans être nécessairement dans le même ensemble communautaire, mais en ayant des discussions très claires. Et c'est ce que nous allons essayer de faire durant les mois suivants. Des discussions très claires, très définies. Vous croyez qu'un jour, ces pays-là de l'AES, lorsqu'ils sortiront, de la crise qu'ils traversent, pourront réintégrer la CEDEAO? Vous savez, une organisation, c'est ça. Elle est faite de départ, d'arrivée, de redépart, de tout ça. Vous voyez, comprenez l'histoire de la CEDEAO. Voici un pays comme la Mauritanie, qui a quitté la CEDEAO aux années 2000. Il y a des pays comme le Maroc, des pays comme la Tunisie qui ont frappé à la porte de la CEDEAO. Le Maroc était même à 2 doigts d'intégrer l'organisation régionale. Ça fait partie des organisations, de l'histoire des organisations. Tout va se décider en fonction de l'intérêt des peuples et en fonction des réussites. Je pense que si aujourd'hui ou demain, la CEDEAO réussit à être un véritable marché intégré, réussit à avoir des normes communes, réussit à avoir une intégration politique, réussit tout ça, naturellement, les autres reviendront vers la CEDEAO, mais on a toujours la posture que dans l'espace CEDEAO d'avoir les bras ouverts vers tous les pays avec qui on chemine depuis 1975. N'oublions pas que tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est parce que certains refusent d'appliquer des règles politiques communautaires. C'est ensemble que nous avons décidé que sur notre espace, les coups d'État sont bannis. C'est justement appliquer ce règlement qui cause ces problèmes. Peut-être que demain, quand des régimes plus démocratiques reviendront tôt ou tard dans ces pays, on pourra avoir une discussion plus saine et une intégration politique beaucoup plus poussée.
Dans tous les cas, on continue d'observer ce processus. Merci, docteur Arthur Banga. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny et vous nous avez aidé à éclairer toutes les implications donc, du communiqué de la CEDEAO portant sur le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Merci. C'est moi qui vous remercie. Nous poursuivons donc avec l'actualité en Côte d'Ivoire et ailleurs. La Côte d'Ivoire qui est en de bons termes avec la France et la vie de ses ressortissants sur le territoire est quelque peu encadrée par le consulat ivoirien. Ils sont 147 000 Ivoiriens à vivre en situation régulière en Hexagone et le consulat garant de ses citoyens nous a ouvert ses portes. Vous verrez dans ce reportage qui suivra comment se déroule la délivrance des actes consulaires au cours d'une journée de travail comprise entre 9h30 et 16h30 heure de France. C'est avec Walter Amadou Ouattara. 19 rue de la Pépinière, dans le 8e arrondissement, à l'entrée du consulat général de la Côte d'Ivoire à Paris, rien ne présage l'ambiance à l'intérieur. Pourtant, c'est avec sang-froid et professionnalisme que le personnel s'occupe des usagers cas par cas. Si la devanture du bâtiment ne présente plus les longues files d'attente du passé, c'est grâce à une organisation. Elle est essentiellement axée sur la dématérialisation des actes administratifs et la célérité dans le traitement des dossiers. Gorebi et sa compagne viennent d'obtenir leur carte consulaire en peu de temps. Ça m'a pris moins de 30 minutes, c'est sûr. Ce temps gagné est dû au fait que la constitution des dossiers a été faite auparavant, un rendez-vous pris en ligne et les frais de dossier payés de façon électronique. On a des usagers qui n'étaient pas trop habitués au système de rendez-vous. Ils viennent quand ils veulent, mais ça commence à aller petit à petit. Actuellement, on reçoit 60 à 70% des personnes qui respectent le rendez-vous. C'est ainsi qu'on a fait la liste des pièces à fournir, en fait. C'est soit la carte nationale d'identité ou le passeport, un essai d'acte de naissance, un justificatif de domicile et un reçu de 10 € qu'ils payent sur le site. Le renouvellement de passeport prend également moins de temps. Donc c'est une procédure assez simple. On peut se donner biométrique sur la base de son ancien passeport. Capture d'empreinte, prise de photo, on nous remet son reçu. C'est terminé. Dans un cas système de renouvellement comme ça, on en a pour 6-7 minutes. Quelquefois, il y a des incompréhensions. Dans la deuxième année, troisième année. Oui, monsieur. Le fait que le passeport ne soit pas produit, ce n'est pas la faute du consulat. Nous ne sommes qu'un centre d'enrôlement. Je souhaite qu'on réduise un peu le temps de production des passeports en un mois. Cependant, dans 80% des cas, ces situations trouvent une issue heureuse. Voilà, là j'ai récupéré le passeport de ma fille. Je suis vraiment très heureux. Célérité, d'accord, mais sécurité d'abord. Les agents sont instruits à travailler pour redorer la respectabilité des documents administratifs consulaires ivoiriens. Le système, c'est le RNPP, c'est le Registre national des personnes physiques. Il a été installé par l'ONESI. Donc ça nous permet de faire des extraits d'actes de naissance, de mariage et de décès. Lorsque l'acte est fini, ça nous génère automatiquement un QR code qui nous permet en fait de retrouver l'acte dans sa totalité sur une application mobile. Ça nous donne aussi un numéro national d'identification à chaque personne. À ce jour, nous avoisinons les 4500 actes. Le système a été installé ici en septembre 2024. Il est beaucoup plus rapide. Ça nous évite déjà les doublons, de tomber sur par exemple des personnes qui viennent avec des actes frauduleux ou des actes qui n'ont pas déclaré. Et les personnes aussi qui ont outrepassé le fait de déclarer leur naissance ici et qui sont à se faire établir des cartes nationales d'identité ivoiriennes à Abidjan. Le système rejette automatiquement parce qu'ils n'ont pas suivi la procédure réglementaire. Tous engagés contre la fraude documentaire est un combat quotidien mené par Isiaka Konaté, consul général de Côte d'Ivoire à Paris. Il partage quelques résultats concrets obtenus grâce à la dynamique impulsée. Une des innovations majeures que nous mettons en place en ce moment, c'est l'expédition systématique des passeports. Nous avons déjà pu expédier plus de 6000 passeports aux différents requérants, ce qui réduit les flux journaliers à moins de 100 personnes par jour, parce qu'on dépasse largement les 200 personnes par jour. Puis il faut continuer à travers aussi la sécurisation des actes consulaires dans la coopération que nous avons mise en place avec l'Office national d'état civil, donc l'ONESI, et également la direction du service de contrôle de l'état civil du ministère de la Justice. Pour améliorer davantage les services, d'autres mesures sont annoncées. C'est surtout ne pas venir accompagner à chaque fois faire une démarche consulaire, venir seul, parce que nous tenons compte également des mesures de sécurité dans le bâtiment. C'est
prendre le temps de vérifier aussi l'authenticité des documents avec lesquels on vient. Si on ne le fait pas, nous on le fera à votre place, mais ça vous fait perdre énormément de temps. Faire les paiements à la maison, d'imprimer les reçus, prendre l'ensemble des documents dont on a besoin avant de venir faire une démarche consulaire. La Côte d'Ivoire va bientôt avoir un bâtiment à Montreuil également où nous allons mettre en place un dispositif pour permettre aux Ivoiriens de faire des passeports, des cartes d'identité, des actes consulaires divers. On va continuer également la proximité avec la diaspora à travers ce qu'on appelle les audiences foraines consulaires. En bas, on a une boîte de suggestions. Ça nous permet aussi d'avoir le retour des usagers, voir ce qui peut être fait, ce qui peut être amélioré. Le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris traite près de 25 000 demandes de passeports et 12 000 actes consulaires divers chaque année. Système consulaire qui semble bien fonctionner. L'actualité à Goma en RDC, cette capitale du Nord Kivu, le groupe armé M23 dit vouloir continuer au-delà de Goma, a dit ce jour un haut diplomate du Rwanda. Ce mercredi 29 janvier, le M23 et l'armée rwandaise contrôlent toujours la zone autour de l'aéroport et occuperaient désormais la quasi-totalité du centre de cette capitale donc du Nord Kivu. Des tirs sporadiques ont été entendus dans certains quartiers en périphérie. Un sommet de la communauté est-africaine était annoncé à Nairobi ce jour, mais sa tenue serait désormais incertaine. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, dit ne pas avoir prévu de participer à cette réunion et le Rwanda a également fait entendre qu'il pourrait ne pas s'y rendre. Une communication du président de la RDC est attendue pour ce jour dans la soirée. Et voilà, c'est le terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. C'était un journal traduit en langue des signes. Je vous retrouve demain pour une autre édition. Et en attendant, ce soir, retrouvez à 20h Marie-Laure Goran. Excellent après-midi chez vous.